Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour inaugurer la toute première saison de l'Entretien des mines. C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Brune Poirson, députée de la 3e circonscription du Vaucluse, pour nous parler d'une thématique qui nous est de plus en plus chère et qui nous touche tous, à la fois en tant que citoyens français, mais aussi en tant que futurs ingénieurs, c'est-à-dire entraîner la France dans la transition écologique et solidaire. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter rapidement l'Entretien des mines, qui est la tribune étudiante de notre école. Nous sommes en effet une toute nouvelle association du panorama de l'école, dont le lancement a été un petit peu retardé par les événements actuels. Et donc, en quelques mots, en fait, le but de l'Entretien des mines est de placer l'ingénieur au cœur du débat, et cela en invitant des personnalités du monde politique, économique, culturel, scientifique, pour discuter de sujets d'actualité. Et aujourd'hui, c'est pour nous un honneur de vous accueillir, Madame la députée, première invitée de l'association. Donc, tout d'abord, vous étiez coordinatrice de développement à New Delhi au sein de l'Agence française de développement, puis directrice du développement durable et de la responsabilité sociale chez Veolia en Inde. Vous décidez par la suite de vous lancer en politique en 2017 et vous remportez d'ailleurs les élections législatives de la 3e circonscription du Vaucluse en tant que candidate de La République En Marche. Mais pourtant, vous n'irez jamais siéger à l'hémicycle puisque Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe vous nomme 3 jours après secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous y resterez plus de 3 ans et auprès de 3 ministres différents. Vous travaillez sur des sujets variés qui ont tous pour point commun de faire avancer l'agenda de la France en matière de transition écologique. L'une de vos mesures phares est notamment la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. S'il fallait encore une autre preuve de votre engagement et de la reconnaissance qu'il suscite, je terminerai par votre élection en mars 2019 au poste de vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui est d'ailleurs une première pour une personnalité politique française. Depuis votre retour cet été à la députation, vous gardez toujours cet attachement fort aux questions écologiques et vous êtes d'ailleurs chargé d'une mission d'éducation au développement durable par Monsieur le Premier ministre Jean Castex. Bref, après cette rapide présentation de votre parcours, je pense pouvoir dire que de nombreux étudiants de 20 ans rêveraient d'avoir un parcours aussi engagé que le vôtre, qui vous permet d'être au cœur des questions environnementales, aussi bien sur la scène française qu'européenne et internationale. Donc nous, étudiants, ingénieurs et citoyens français, nous interrogeons alors sur la place actuelle, mais aussi future de notre pays en matière de transition énergétique et solidaire. Quel rôle et quelles armes nos institutions politiques peuvent-elles avoir pour faire face à des défis environnementaux de plus en plus pressants? Pour les citoyens que nous sommes, mais aussi en tant que futurs ingénieurs, quels sont nos moyens d'action? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous entamons ce premier débat de l'entretien des mines, qui se déroulera en 2 temps. Donc tout d'abord, une première partie de questions qui vous seront posées par Craig et Eulalie, à qui je vais bientôt laisser la parole, puis une deuxième partie où nous pourrons prendre les questions du public. L'entretien des mines vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup Laura pour cette introduction et merci encore Madame Poisson d'avoir accepté notre invitation malgré le format un petit peu particulier du webinaire. Voilà. Alors, juste un petit point d'organisation avant de commencer. Donc, on va commencer avec Eulalie par quelques questions que l'on avait préparées. Et donc, petit message pour l'audience, n'hésitez pas à utiliser le Q&A pour poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'entretien et de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et lors de la deuxième partie de l'entretien, vers 18h45, 19h, on vous laissera la parole. Donc, on allumera votre micro et vous pourrez poser vos questions directement à Madame la députée. Donc, sans plus attendre, je laisse Eulalie commencer. Merci Craig. Donc Madame Poisson, comme Laura l'a dit, vous vous engagez en politique en 2016 auprès de La République En Marche. Le 18 juin 2017, vous êtes élue députée et 3 jours plus tard, vous partez pour le ministère
À quoi on pense en arrivant? Très bonne question. On pense à comment, dans cette immense machine qu'est l'administration française, qui fonctionne, qui fonctionne très bien, ça dépend, comment avoir de l'impact? À quoi et comment faire en sorte que sa présence à la tête d'un ministère puisse permettre de faire avancer les choses? Parce qu'en fait, quand vous arrivez dans un ministère, et particulièrement un ministère aussi beau que celui de la transition écologique et solidaire, qui est d'ailleurs où il y a beaucoup d'excellents agents, et je pense aussi à beaucoup d'anciens élèves des mines. Vous le savez aussi bien que moi, vous êtes des élèves brillants. Et donc, quand vous arrivez et que vous travaillez dans un ministère, eh bien, c'est vrai que les sujets avancent, il se passe beaucoup de choses. Et donc, quelque part, quand vous êtes un responsable politique, la tentation peut être grande de faire deux choses. La première, juste en fait, servir de porte-parole à l'administration, c'est-à-dire suivre en fait un peu le rythme de l'administration et puis annoncer telle mesure quand elle est prête et telle autre quand elle est prête. Et la deuxième tentation, elle est d'essayer de vous faire un nom à tout prix et donc de passer à la télé, à la radio, dans les médias pour faire ce que moi j'appelle de la politique politicienne, c'est-à-dire invectiver les oppositions, se faire remarquer en disant des choses plus ou moins intéressantes d'ailleurs. Et donc, finalement, en fait, il y a pas mal de responsables politiques qui se retrouvent un peu dans cette situation. Et moi, j'ai voulu vraiment éviter ça. Et je me suis tout de suite posé la question, comment être la plus utile possible et que faire avancer? Est-ce que c'est de tout repos d'être député après avoir été secrétaire d'État? Alors, de tout repos, je ne suis pas sûre. Mais c'est très différent. En fait, quand j'étais au ministère de la Transition écologique, moi, mon combat dans la vie, vous le savez, c'est le développement durable. Et j'en ai un en particulier qui est celui des déchets. Alors, pourquoi ? Je ne parle pas, bien sûr, quand j'en parle au grand public, je vais parler des bouteilles en plastique, des déchets qu'on retrouve sur la voie publique, etc. Parce que c'est une clé d'entrée pour parler de ce qui m'importe vraiment, c'est comment est-ce qu'on transforme nos façons de consommer, et nos façons aussi de produire. Et cette question des déchets, elle est essentielle parce que c'est Marcel Mauss, vous connaissez l'anthropologue, qui disait en fait, si vous voulez connaître une société, regardez ses poubelles, regardez ses déchets et en fait, ça vous dira toute cette société-là. Et donc, nous, on voit très clairement qu'on est dans une société de l'hyper et de la surconsommation et en plus de produits, vous le savez mieux que moi, souvent de mauvaise qualité. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point aussi, la raison pour laquelle je m'intéresse particulièrement et je me suis intéressée dès mon arrivée, j'ai voulu me saisir la question des déchets, c'est parce qu'on en parle peu. Et vous connaissez probablement bien ça parce que vous êtes des ingénieurs. Mais quand on parle de réchauffement climatique, souvent les gens ils pensent aux émissions de CO2. Ils pensent aux gaz à effet de serre. Mais si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, alors il faut impérativement qu'on ait des puits de carbone. C'est-à-dire qu'on ait des forêts, qu'on ait une biodiversité, qu'on ait de la nature qui puisse absorber ce carbone. Sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, il faut penser la question des ressources naturelles. Et donc la question des déchets puisqu'on les utilise pour produire. Bref, c'est juste pour vous dire de façon un peu longue que quand je suis arrivée au ministère, voilà, c'était mon objectif et j'étais pleinement là-dedans. Quand vous êtes député, c'est très différent. Vous devez quelque part être les ambassadeurs du gouvernement sur le terrain. Et donc, vous traitez de tous les sujets. Ça va des petits commerces en passant par la fermeture ou l'ouverture d'un abattoir, en parlant du terrorisme, bref, de toute une série de sujets. C'est passionnant. Mais c'est très différent. Par rapport à cette exposition médiatique dont vous parliez quand vous êtes ministre ou secrétaire d'État, est-ce que vous avez cherché à l'éviter et est-ce que vous considérez que c'est nécessaire pour faire adhérer l'opinion publique à un projet? Je pense à la loi sur l'économie circulaire. Est-ce que cette exposition permet de faire en sorte que le public adhère à votre projet pour ensuite le porter plus facilement devant les députés et les sénateurs? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a plusieurs types d'expositions médiatiques. Moi, je pense, mais ça, c'est ma vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Si vous parlez et vous exprimez dans les médias sur des sujets que vous ne maîtrisez pas,
À ce moment-là, vous pouvez facilement dire des choses souvent idiotes. Je ne vous dis pas que tout le monde s'en rendrait compte, parce qu'il faut souvent être un spécialiste des sujets, mais je pense que ce n'est pas vraiment ça le rôle d'un responsable politique. En revanche, le rôle d'un responsable politique, il est de mobiliser autour de sa cause, autour de ce à quoi il croit. Et moi, eh bien, c'est l'environnement, c'est le développement durable, et effectivement, les médias sont indispensables. Mais pas n'importe quel type... Enfin, si, tous les médias sont importants, mais de plus en plus aussi les réseaux sociaux, qui sont des médias, mais d'un autre type. Et ça, on y reviendra. Je pense que c'est un élément qui est important et que peut-être certains responsables politiques ou le gouvernement et la machine technocratique en son ensemble ne saisissent pas forcément l'importance de certains de ces réseaux. Mais vous avez raison, si vous voulez rallier autour de votre cause, il vous faut des caisses de résonance, il faut arriver à toucher chacun. Et c'est là où il faut les médias, mais plus que les médias encore, les réseaux sociaux. Merci. Alors, parlons de nos politiques climatiques, françaises, mais évidemment aussi européennes, desquelles la France dépend. Question très simple, mais réponse pas aussi simple, j'imagine. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la France est à la hauteur dans ses politiques climatiques de l'urgence climatique? Est-ce qu'on est sur la bonne route par rapport à nos objectifs fixés aux acteurs de Paris? Non. En fait, alors la première réponse, c'est non. Clairement, si vous faites des projections, vous regardez la consommation aujourd'hui et l'état, la quantité d'émissions de CO2 en France et la quantité de ressources qui est utilisée, non. Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. En revanche, est-ce qu'on a le début des briques pour y parvenir? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. J'y reviendrai. Donc ça, c'est le premier point. Non. Mais un peu. Et la deuxième chose, c'est si vous vous comparez à d'autres pays, alors oui, la France est vraiment sur la bonne trajectoire. Puisqu'on peut avoir un peu de pensée complexe, on est entre nous, est-ce que se comparer à d'autres pays et dire « je suis moins pire que les autres », est-ce que c'est satisfaisant? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a certains pays qui produisent et qui émettent beaucoup plus d'émissions de CO2 que la France que c'est une bonne chose. Mais nous, on a, et c'est pour ça où il faut avoir, en fait, pour la France, la marche, elle est particulièrement haute. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une énergie qui est largement décarbonée. C'est l'énergie nucléaire. Je ne vous dis pas que c'est une bonne énergie. Ce que je vous dis, c'est qu'au moins, elle n'émet pas de CO2. Et donc, ce qui fait que nous, les efforts qu'on doit faire, ils sont bien plus importants quelque part. On est déjà, nous, Français, dans le dur de la transition écologique. Quand vous comparez, par exemple, avec les Allemands, eux, la base de leur mix énergétique, c'est surtout le charbon. Donc, quand ils font un plan pour sortir du charbon, ils sont déjà sur une trajectoire qui est très ambitieuse et ils sont engagés, même si la route est bien sûr encore très longue pour eux. Nous, on en est déjà au stade où on doit se dire comment aller plus loin que la transformation de nos systèmes énergétiques. Comment? Bien sûr, on doit sortir du nucléaire peu à peu, enfin en tout cas faire baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique de 75 à 50%. Déjà rien que ça, c'est un défi qui est immense. Mais on doit s'attaquer de front à notre politique des transports, à notre politique fiscale, à toutes ces questions-là qui fait qu'on doit déjà rentrer dans le dur de la transition. Donc, c'est très difficile, mais est-ce qu'on est sur la bonne voie? Non. D'accord. Enfin, on est sur la bonne voie, mais la trajectoire n'est pas bonne. Donc, si on n'est pas sur la bonne trajectoire, vu que vous y étiez donc au ministère, que vous étiez personne en doute de bonne volonté et que les ministres successifs auprès desquels vous étaient aussi de bonne volonté, à qui la faute? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire assez pour cette transition? Il y a deux raisons principales. La première, il y a deux raisons. La première, c'est que la France, malheureusement, en fait, ce que vous constatez, c'est quand vous êtes un responsable politique, et moi je pense que c'est pour ça aussi que les gens n'ont plus confiance dans les responsables politiques, c'est que vous êtes quelque part impuissant. Vous avez peu la maîtrise des choses. Pourquoi? Parce que la France fait partie de l'Europe et l'Europe fait partie du monde. C'est une banalité ce que je dis, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est extrêmement interconnectés. Par exemple, 50% des politiques climatiques françaises sont décidées au niveau européen. Donc, vous avez peu la main là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il y a des forces conservatrices qui sont extrêmement puissantes. Et je suis désolée de le dire, mais parfois, elles viennent des grandes écoles françaises qui forment nos élites.
Je ne dis pas que vous, votre génération, mais quand je dis votre génération, je dis vous, depuis quelques années, les étudiants, moi, je les trouve remarquables et ceux qui se sont mobilisés pour le climat, ils devraient continuer à le faire, malgré le confinement. Je pense, parce que c'est important, il faut marteler ce long terme et cette importance de continuer à changer. Mais il y a un énorme et un immense conservatisme. Ce sont les mêmes élites qui sont à la tête des institutions et qui sont à la tête de beaucoup de grandes entreprises, mais qui sont aussi parfois à la tête de certaines ONG. Hein. En tout cas, il y a parfois un manque de volonté d'aller changer les choses en profondeur. Je pense par exemple à notre système fiscal. Quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, enfin bon, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, je ne veux pas parler trop longtemps, mais voilà, si vous voulez, je reviendrai là-dessus à une autre question. Je ne veux pas être trop longue dans mes réponses, mais voilà les deux raisons. Je pense que ça fait une très bonne transition. Très bien. Ouais, on va commencer. On avait envie de parler déjà d'une des premières contraintes. Est-ce que vous pensez que le ministère de la Transition écologique et solidaire aujourd'hui possède des moyens d'action qui sont à la hauteur de la transition nécessaire? Est-ce que, par exemple, il occupe une place suffisante par rapport à l'agenda politique du gouvernement et quelles sont ses relations avec les autres ministères, en particulier avec Bercy? Alors, en fait, le problème aujourd'hui du ministère de l'Environnement, c'est que c'est un silo de plus. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, moi, la façon dont je vois l'organisation de l'État, pour moi, c'est une usine Ford. Enfin, vous voyez, c'est l'usine du 21e siècle. Pardon, j'aimerais bien. C'est l'usine du 20e siècle. C'est-à-dire, vous voyez, chacun est à son poste et il y a celui qui visse le boulon, celui qui met le rétroviseur, l'autre qui plug le volant. Bref, chacun est dans son couloir et alors à la fin, ça fait une belle voiture. Mais aujourd'hui, c'est plus possible de fonctionner comme ça parce que les problèmes sont trop complexes, parce que le fonctionnement en silo, et ça vous avez dû l'étudier en détail, ça ne suffit plus pour s'attaquer de façon efficace au réchauffement climatique. Donc, est-ce que le ministère de la Transition écologique, comme une entité qui est finalement, qui n'a pas plus d'importance et qui est un poste de travail, et puis il y a Bercy, il y a l'agriculture, etc., et tous se détestent entre eux, mais vu de loin, ça fait un ensemble à peu près cohérent. Est-ce que c'est une bonne approche pour la transition écologique? Non. Est-ce que ce serait préférable, à défaut d'avoir une approche où on casse ces silos-là, mais ça suppose de révolutionner la façon dont l'État est organisé, et ça m'étonnerait que ce soit fait bientôt tant, parce que tout simplement, à l'ENA, on apprend encore comment fonctionne de façon classique l'État, et je ne pense pas qu'on ait un responsable politique qui ait suffisamment de force pour réformer toute la façon dont l'État est organisé. Aussi, pourquoi? Parce que ça repose sur une organisation fiscale qui date pour une partie du 19e siècle, mais aussi pour beaucoup de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et dans laquelle n'était pas inclus la variable environnementale. Alors que les questions sociales sont au cœur du système fiscal, ça permet la redistribution. On n'en est pas encore à un stade où la question environnementale est aussi au cœur du système fiscal. Donc, pour vous répondre, non, je pense que le ministère de la Transition écologique n'est pas suffisamment posé report par rapport aux autres ministères. Idéalement, il faudrait casser ces silos-là. Et si on ne peut pas les casser, il faudrait que ce soit vraiment porté et qu'en fait, que le ministère de la Transition écologique soit à Matignon. D'accord. Alors, question sur les lobbies maintenant, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Vous avez été secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, qui donc a quitté son poste de ministre avec un certain fracas, un certain bruit, en disant qu'il ressentait sur ses épaules le poids des lobbies à tout moment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces lobbies qui agissent un peu dans l'ombre? On n'en sait pas grand-chose, on en entend parler, mais on ne sait pas comment ils agissent. On ne sait pas trop comment est-ce qu'en tant que politique, on peut les confronter, quelle arme vous avez. Donc voilà, on serait content de vous entendre là-dessus. Alors, sur les lobbies, bon, clairement, moi, je pense que Nicolas Hulot avait raison. Est-ce qu'il a eu raison de démissionner ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Là où il a raison, en fait, il y a deux choses avec les lobbies. Premièrement, non, il n'y a pas des esprits maléfiques très, très, très méchants qui visent sciemment à faire du mal. En fait, c'est pire que ça. Si c'était ça, on pourrait les combattre. Vous voyez, ce serait un peu comme l'islamisme fondamentaliste. Bon, ben,
voilà, vous savez où sont, enfin, il y a des forces du mal. Là, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est terrible, c'est que le système est organisé et ne veut pas vraiment changer. C'est ce que je vous disais un petit peu. Au sommet de l'État, il y a des gens pour qui le système qui fonctionne, la façon dont il fonctionne, eh ben, c'est très bien et ils ne veulent pas fondamentalement changer les choses. Et puis, il y a aussi des grosses entreprises. Moi, je crois que ce sont les entreprises qui vont faire la transition écologique, hein. Donc, je ne suis pas du tout anti-secteur privé, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont des accès très, très privilégiés au président de la République, au Premier ministre, à certains ministres. Et le soir, ça peut leur arriver qu'ils passent un coup de fil en disant bah, « Écoute, ton ministre, là, il est complètement dingue. Il veut, je ne sais pas, nous mettre des normes sur… bon, ça se définit au niveau européen, donc je vous donne un mauvais exemple, mais il veut nous mettre des normes importantes sur les émissions, le diesel ou les émissions de CO2 des véhicules. C'est complètement délirant. Ton mec est dingue, attention. » Vraiment, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, après, ça va percoler dans les étages et on va faire en sorte que le ministre soit un peu bloqué et qu'il y ait beaucoup de force à l'intérieur de l'État qui l'empêche d'avancer. Après, il y a des techniques plus violentes. Moi, parfois, j'en ai fait un tout petit peu les frais. C'est des attaques personnelles, c'est des études qu'on va changer et tordre un peu dans tous les sens pour leur faire dire un peu ce qu'on veut. Ça, ce sont d'autres techniques. Mais clairement, il y a des forces qui veulent… c'est un combat, quoi, qui s'opposent au changement. Et qu'est-ce qui nous donne espoir que ça va s'améliorer, qu'on va réussir à mieux combattre? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Vous, vous êtes vraiment l'espoir. Vous allez arriver dans les entreprises. Déjà, vous, quand vous… Enfin, je n'ai pas à vous dire ce que vous voulez faire, mais par exemple, vous avez certains d'entre vous, des étudiants ont lancé le manifeste pour un réveil écologique. Ça, c'est formidable. Quand vous arrivez en entretien d'embauche, déjà, dites-vous une chose, les entreprises, elles ont besoin de vous. Vous êtes très intelligent, vous êtes bien formé, vous êtes curieux, vous avez une grande force de travail, donc les entreprises, elles ont besoin d'attirer des talents. Vous pouvez, sinon, en plus, elles ont plus besoin de vous que ce que vous avez besoin d'eux. Vous pouvez aller créer votre entreprise, vous pouvez faire plein de choses, créer une association, une ONG, faire plein de choses. Elles ont besoin de vous. La compétition est mondiale. Donc, vous êtes en position de force. Donc, quand vous êtes en entretien d'embauche, posez-leur des questions sur sur leur stratégie environnementale, sur leur responsabilité sociale, etc. Vous êtes en droit de le faire. Posez-leur des questions. Rien que le fait que vous posiez les questions, après, le directeur des ressources humaines, il va aller dire au CEO, il faut vraiment qu'on se bouge là-dessus, parce que sinon, moi, je vais avoir du mal à recruter des talents. Donc déjà, ça, c'est la première étape. Et ensuite, vous, quand vous serez au sein des entreprises, eh bien, veillez à pas trop faire de petits arrangements avec la réalité. Croyez vraiment au développement durable, vous êtes dans le juste. Il y en a qui vous disent « mais non, on ne peut pas faire ça, c'est trop compliqué, on va perdre trop d'argent, etc. » Oui, mais non, en fait. Et donc, vous avez ce pouvoir et cette volonté de changer. Vous croyez et vous savez que le développement durable, c'est essentiel. Donc, vous êtes vraiment l'espoir. On espère qu'on sera à la hauteur, en tout cas. Ah ben, j'en suis sûre. On va parler un peu de politique européenne, puisque la politique climatique de la France est en partie soumise aux décisions qui sont prises à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne, tous les pays n'ont bien sûr pas les mêmes intérêts ou les mêmes ambitions. On peut citer le cas de la Pologne, par exemple. Et donc, vous avez participé à bon nombre de conseils des ministres européens de l'énergie et de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces conseils-là, de comment vous les prépariez et de comment vous prépariez le positionnement de la France et les arguments de la France dans la négociation? Alors, la façon dont ça se fait, il y a la façon technique, il y a deux façons. Il y a la façon technique et il y a la façon informelle. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaillais. Donc, la façon formelle, technique, clairement, le ministre dit, il dit à son équipe, ah ben moi, je voudrais défendre telle position, par exemple, sur l'environnement, avec tel objectif. J'en sais rien. 40% de réduction des émissions de CO2, par exemple, à 2030. C'est très ambitieux. Avant, on était sur… Bon, la France, mettons, le ministre décide ça. Ensuite, son équipe, donc ses conseillers ministériels et aussi les agents qui travaillent dans le ministère de la Transition écologique, vont aller dans des réunions interministérielles et il va s'agir et c'est Matignon avec le secrétariat général des affaires européennes qui pilote ces réunions-là où ils sont chargés de trouver un consensus entre tous les ministères sur cette position.
sur quelle va être la position de la France. Parce que bien sûr, moi, si ça tenait qu'à moi, je dirais, écoutez, il faut qu'on soit à moins 100% d'émissions de CO2 en 2030. Et là, il y a Bercy qui va dire, non, le ministère de l'Environnement, il est délirant. Moi, si je fais ça, ça revient à tuer toutes les entreprises françaises et à laisser des millions d'employés sur le carreau. Bref, donc, on négocie, une position est arrêtée, c'est la position que le ministre doit défendre, que vous soyez content ou pas, parce que vous défendez la position du gouvernement. Si vous n'êtes vraiment pas content, vous pouvez partir ou râler. Après, ça, c'est des techniques internes. Hein. Mais globalement, et puis on a de la chance parce que pour le coup, le président de la République était très ambitieux sur les questions environnementales en Europe et la France a porté et porte encore des positions qui sont vraiment ambitieuses. Donc, ce n'était pas difficile d'être un ministre français de l'Environnement. Croyez-moi, et je vais y venir, c'était beaucoup plus dur pour certains de mes collègues. Je pense par exemple à mes collègues ministres allemands. Donc, ça, c'est la façon formelle. Et la façon informelle, comme en plus, quand vous êtes français, vous portez des positions qui sont ambitieuses, et il faut gagner. Hein, le but, c'est de gagner les négociations en Europe. Et bien, à ce moment-là, on passe dans l'informel. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'informel, aux relations interpersonnelles, etc. Et donc, j'avais vraiment créé des liens d'amitié avec certains des ministres européens pour leur expliquer, pour leur dire qu'en fait, on n'était pas contre eux. Si on défendait par exemple 40% de réduction des émissions, 55%, pardon, pas 40, 55% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030, ce n'était pas parce qu'il y avait une volonté cachée de la France de détruire l'industrie automobile allemande, par exemple, parce qu'on sait qu'ils fabriquent des grosses voitures très émettrices de CO2. Eh bien, ce n'était pas ça, c'était tout simplement parce qu'on pensait qu'en Europe, une façon pour l'Europe d'asseoir sa souveraineté à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, eh bien, c'était d'être une puissance verte. Donc, tout ça permet de créer des liens, de mieux se comprendre et de faire avancer les négociations. Et donc, moi, je passais beaucoup de temps, j'avais des boucles WhatsApp, etc., avec d'autres ministres pour échanger, pour blaguer même parfois, pour demander des questions sur leurs enfants et tout ça. Parce que ça crée un lien. Du coup, quand vous vous retrouvez en négociation avec quelqu'un, vous n'avez pas envie d'être trop méchant. Et c'est aussi comme ça que se fait la politique, je crois. On reste des êtres humains. Donc, est-ce que ça se passe Il y a des blocs qui se forment un peu, des blocs disons plus ambitieux versus des blocs un peu plus conservateurs? Tout à fait, et absolument. Donc, vous avez souvent les pays de l'Est qui sont contre... il y a différentes alliances. La France, nous, on a un peu notre réseau d'alliances qui est sur l'environnement, hein, les pays les plus ambitieux. Et d'ailleurs, moi, ce qu'on faisait, c'est que j'essayais de dîner avec eux ou de petit déjeuner avec les pays les plus ambitieux. Comme ça, on mettait en place des stratégies de négociation contre ceux qui étaient, par exemple... moins ambitieux. Donc, il y avait vraiment, et en plus, parfois, il y a des informations à chercher. C'est aussi pour ça que c'est bien les relations informelles. Vous essayez de... Parfois, vous comprenez qu'en fait, l'Allemand, finalement, il est bien content qu'il y ait un Polonais pas ambitieux pour dire non, baissez l'ambition, parce que ça évite à l'Allemagne de le dire, et c'est la Pologne qui prend les coups. Donc, vous évitez de trop taper sur l'Allemand, sur le Polonais, et vous dites, attendez, toi, je t'ai vu venir. Enfin, vous voyez, donc c'est plein de techniques comme ça, et franchement, c'est passionnant. Même les politiques font du lobby, en fait. Exactement, vous voyez comme quoi. Alors, je propose, vu qu'on n'a pas non plus énormément de temps, on aurait plein de choses à dire, mais on s'est dit que ce serait bien de parler un peu plus local, surtout maintenant que vous êtes revenu député. On avait une question sur la formation, en fait, le niveau de connaissance de nos élus, des députés. Est-ce que vous considérez, quels sont les moyens, quelles sont les armes dont disposent les députés, par exemple, pour vraiment bien saisir les enjeux du dérèglement climatique? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un décalage entre leur compréhension des enjeux et ce qu'ils devraient savoir? Alors oui et non. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, là où vous avez raison, c'est que le réchauffement climatique, c'est quand même des questions qui sont très techniques. Et c'est pour ça que nous, on a de la chance en France, parce qu'on a des très bons ingénieurs. Et vraiment, croyez-moi, ça aide et bravo encore à vous. Donc, effectivement, c'est souvent des questions techniques. Tout le monde ne les maîtrise pas. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, moi, je parle par exemple pour le groupe La République En Marche. Globalement, il n'y a pas forcément une connaissance technique, mais globalement, il y a un sentiment et une conscience que c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de députés qui avant étaient dans la société civile, ils travaillaient ailleurs, et donc ils étaient un peu plus dans la vie réelle, j'ai envie de dire, et donc ils savaient et ils sont conscients
conscients des enjeux. Est-ce qu'ils connaissent bien techniquement les choses? Ça dépend desquels. Pourquoi? En fait, parce que quand vous êtes député, vous avez tendance à vous spécialiser sur un sujet, parce qu'il y en a tellement, je vous ai dit, vous pouvez en gros travailler sur tout. Donc, certains se spécialisent sur autre chose. Donc, ça, c'est la théorie, la base technique. Effectivement, je crois qu'on peut tous et on a toujours tous à apprendre beaucoup plus. Mais il y a quelque chose derrière qui s'appelle la politique. Et vous pouvez très, très bien connaître les enjeux. Si vous décidez, par exemple, que vous avez envie de continuer en politique et d'être élu, eh bien, parfois, vous allez, et que dans votre circonscription, j'en sais rien, il y a le plus gros fabricant de bouteilles en plastique d'Europe, ben, comme il a de l'influence, il a plein d'employés, etc., vous allez probablement, si vous voulez être réélu, vous allez probablement, ça dépend, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais certains le font, défendre bec et ongle le plastique. Et parfois, en plus, parfois, ils le font avec sincérité. Parfois, certains le font avec sincérité. Ils se disent, ben, il y a des emplois à la clé, ils voient les familles, ils voient les gens qui peuvent potentiellement perdre leur travail. Mais ça va à l'encontre de l'environnement. Donc, ce sont des arbitrages politiques, sociaux, des choix, en fait, à faire. Moi, j'ai ce problème-là, pardon, je vous coupe encore, Lali, et je ne veux pas être trop longue dans mes réponses, mais moi, par exemple, je viens d'une circonscription qui est très rurale. En Europe, on a interdit un pesticide, un insecticide qu'on mettait sur les cerises. Et la plupart des cerises, elles sont produites dans le Vaucluse, dans mon département. Eh bien, c'est extrêmement compliqué. Je vois des agriculteurs qui sont dans la détresse absolue. Il y a plusieurs députés dans le Vaucluse. Il y en a un ou deux qui ont décidé de faire de leur cheval de bataille la réautorisation de cet insecticide qu'on sait pourtant cancérigène. Et puis, il y en a d'autres. Par exemple, moi, je fais le choix d'expliquer coûte que coûte aux agriculteurs qu'en fait, ce n'est pas la solution. Mais c'est difficile. Ça va être plus compliqué pour moi probablement d'être élu. Voilà. C'est des combats. Justement, quelles initiatives vous développez dans votre circonscription pour partager avec les citoyens les problématiques de l'urgence du réchauffement climatique et par exemple avec les agriculteurs dont vous venez de parler, quels sont vos moyens de communication et d'action? Alors, déjà, la première chose, c'est que pour le moment, dans ma circonscription, là, depuis que malheureusement, à cause du coronavirus, je suis quand même beaucoup dans la gestion un peu quotidienne de la crise en essayant d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est vraiment très difficile, notamment pour les petits commerces, par exemple, enfin, pour chacun. La situation économique est très difficile. Mais du coup, ça rejoint l'approche que moi, j'essaye d'adopter depuis le début. C'est ne pas parler d'environnement pour environnement. Il y a des hommes derrière tout ça. Et il y a des gens, vous devez non seulement les convaincre de la nécessité, mais vous ne les convaincrez jamais s'ils finissent par souffrir d'une mesure environnementale. Donc, il faut arriver à les aider, à les accompagner. Je pense aux agriculteurs, ce n'est pas encore suffisant, mais on lance des projets pilotes pour qu'ils puissent tester des alternatives, par exemple mettre des filets sur les cerisiers, par exemple travailler avec des phéromones pour le coup, qui peuvent éloigner certaines mouches, attirer des prédateurs. Bref, on travaille sur d'autres techniques alternatives et puis surtout, par exemple, moi, j'essaye de montrer que la transition écologique peut être source vraiment d'emplois et d'emplois locaux sur les territoires. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur l'économie circulaire, parce que si vous recyclez, si vous réutilisez, si vous réparez des produits, eh bien, souvent ces réparations-là, elles ont lieu en France, sur le territoire, plutôt que d'avoir lieu, plutôt que d'être fabriquées à l'autre bout de la planète, en Chine, par exemple. Donc ça, c'est de l'emploi local, qui est compatible avec la transition écologique. Alors, on va laisser un de nos camarades poser une question. Alors, Stéphane. Une question qui nous a été posée. On a laissé la possibilité à tous ceux qui se sont inscrits de proposer des questions et c'est une question qu'on va laisser Stéphane poser directement. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parfait. Donc, je suis étudiant en 3e année du cycle ingénieur civil. Donc, j'habite à Villeneuve-les-Avignon, donc pas très loin de votre circonscription. En arrivant aux mines, j'ai été assez marqué par le fait que près de 2/3 des étudiants étaient issus de la région parisienne, vivaient en région parisienne. Et c'est un constat que j'ai réalisé quand même que peu de jeunes vivant hors des grands centres urbains accèdent aux grandes écoles. Sachant que c'est dans ces grandes écoles qu'on acquiert les connaissances liées aux questions énergétiques, à la transition énergétique, que c'est souvent la famille qui sensibilise
C'est par le biais de la famille qu'on arrive à sensibiliser les personnes. On n'est pas en train de créer une asymétrie territoriale de l'information. Et qu'est-ce que vous faites dans votre circonscription pour lutter contre cela? Alors Stéphane, merci pour votre question. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai grandi en zone rurale, vous devez peut-être connaître, hein, à côté d'Apt. Et je dois dire honnêtement, par différents biais, j'ai réussi moi aussi ensuite j'ai dû partir à l'étranger parce qu'en fait en France, je savais qu'on ne m'accepterait pas. Donc bravo d'avoir réussi. On n'est pas équipé quand on vient de ces régions-là pour pouvoir faire des grandes écoles. C'est un immense problème. Et quand je vous parlais, je ne fais pas de complotisme et je ne fais pas de l'anti-élitisme primaire. Mais c'est un problème. Quand je vous parlais, par exemple, de la transition écologique, un des freins, c'est aussi que tous à Paris, il y a un milieu en fait où tout le monde se connaît, tout le monde est ami et personne ne veut se faire du mal. Parce que finalement, le haut fonctionnaire, il sera peut-être un jour dans une grande entreprise et tout ça, ça tourne parce qu'ils ont tous été à l'école ensemble, etc. Ça peut être une très bonne chose et pour la France, ça a été un vrai atout. Mais en même temps, ça fait que le système fonctionne beaucoup en vase clos, qu'il est peu ouvert à l'innovation, peu ouvert aux idées différentes et ça crée une vraie division sociale qui est extrêmement dommageable pour notre pays. Et moi, je vous avoue, je suis très inquiète là-dessus. Alors, dans ma circonscription, là pour le moment, ce que j'essaye déjà de faire, c'est éviter les décrochages scolaires. Parce qu'avec le confinement, je crois que la situation que vous décrivez, Stéphane, elle va être multipliée par 10. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, tout le monde n'a pas les moyens non seulement d'avoir un ordinateur, mais bon, vous pouvez très bien avoir un ordinateur, mais être 10 dans la même pièce. Vous pouvez aussi avoir un ordinateur, mais pas un prof qui sait comment l'utiliser, faire des cours par correspondance. Et puis, si vous n'avez pas des parents derrière qui vous aident, ce n'est pas possible. Je sais que tout ça, ce sont des choses qu'on sait. Mais moi, je m'emploie à activement essayer de lutter contre ça avec des associations locales pour accompagner les élèves pour que déjà, ils puissent ne pas décrocher scolairement. C'est ça qui est terrible avec cette crise de coronavirus, c'est qu'en fait, on en est déjà à faire en sorte de maintenir à flot le système et pas encore à penser pour l'après. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, et si vous voulez, on en reparlera, il faut rejoindre des associations, il faut rejoindre des mouvements ou en créer qui aident les jeunes de zones rurales à pouvoir, eux aussi, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, des jeunes de banlieue, et c'est bien, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour eux. Beaucoup moins quand vous venez d'une zone qui est non parisienne et beaucoup plus reculée. Merci de votre réponse. Je partage le même constat. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je propose qu'on fasse maintenant un zoom sur la loi portant contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Alors, pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas cette loi, c'est une loi visant à lutter contre la production qu'on peut appeler linéaire, qui est on produit, on achète, ensuite on utilise, on consomme et puis ensuite on jette. Voilà, corrigez-moi, Madame Poisson, si je la présente mal. C'est exactement ça. Mais en tout cas, elle se décline autour de différents axes. Donc, c'est par exemple l'interdiction du plastique à usage unique. C'est aussi la lutte contre l'obsolescence programmée. C'est une meilleure information du consommateur. Et c'est aussi mieux produire. Alors, on avait une première question portant sur la consigne. Donc, j'espère qu'elle ne vous embête pas parce que c'était une question longuement débattue déjà avec les sénateurs, en tout cas. C'est vrai. Est-ce que vous êtes toujours convaincu de l'utilité de cette mesure ou est-ce que vous avez compris pourquoi les sénateurs ont refusé? J'ai cru comprendre que c'était pour des histoires économiques de collectivités territoriales qui avaient déjà dépensé de l'argent dans des systèmes de recyclage. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez sur les élus qui ont des intérêts locaux, qui veulent peut-être se faire réélire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette consigne? Est-ce que vous êtes déçu et d'une façon génärale déçu de la forme de la loi telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, cette loi, j'en suis très fière, pas parce que c'est moi qui l'ai portée, mais parce qu'il y a des choses dedans qui sont des premières mondiales et qui sont très ambitieuses. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense par exemple à l'interdiction de destruction
des produits qui n'ont pas été vendus, des invendus. Vous savez probablement qu'avant, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on détruit chaque année l'équivalent de 800 millions d'euros de produits. Vous achetez un truc sur Amazon, vous achetez par exemple un grille-pain, finalement il ne vous plaît pas, vous le renvoyez. Il y a à peu près 0 chance qu'Amazon le renvoie aux fabricants chinois, ils préfèrent le détruire en France. Voilà, donc ça, et puis c'est pareil pour les vêtements, votre t-shirt Zara qui n'a plus qu'à vous mais pas aux autres, eh bien c'est les milliers de t-shirts qui sont détruits. Donc ça, en France, ça ne va plus être possible. Donc ça fait partie des mesures. Sur la consigne spécifiquement, est-ce que je pense qu'elle est nécessaire? Oui, je pense que c'est indispensable. Pourquoi? La consigne telle qu'on l'avait conçue nous. Aujourd'hui, moi, la consigne, le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a 200 millions de bouteilles en plastique qui se retrouvent dans la nature. Si ça ne tenait qu'à moi, j'interdirais les bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce que je pense que ça ne sert à rien de mettre de l'eau en bouteille. Je vous le dis sincèrement, je pense que c'est inutile et que l'eau du robinet, elle est très bien. Maintenant, dans les bouteilles en plastique, on ne met pas que ça. On met aussi des sodas, etc., que les Français adorent et ils ne supporteraient pas qu'on... en tout cas, ils ne sont pas prêts à faire ce sacrifice pour l'environnement, renoncer à leur Coca Zéro ou à toute autre chose, hein, même à leur bouteille du jus d'orange bio, etc. Ils ne veulent pas. Donc, on se retrouve avec des bouteilles en plastique. Il y en a 2 milliards par an qui sont consommés en France. Et il y en a 200 millions qui terminent sur la voie publique, enfin dans la nature. C'est le premier déchet qu'on retrouve quasiment avec les mégots de cigarettes, partout. Au sommet du Mont Blanc, dans les mers, partout. Et je pense que c'est dramatique. Et je pense surtout... donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'essaie de ne pas tout vous dire d'un coup. Et donc, je pense que c'est effectivement une très mauvaise chose. Donc, pourquoi? Surtout parce qu'en fait, cette pollution-là, c'est le contribuable qui la paye. Il faut bien qu'il y en ait qui nettoient ces 200 millions de bouteilles en admettant qu'elles soient nettoyées, ou en tout cas, c'est le contribuable qui paye pour la gestion de tout ça. Donc nous, ce qu'on voulait faire, et moi, ce que je voulais faire, c'était faire en sorte que ce soit les fabricants et ceux qui commercialisent ces bouteilles en plastique qui payent pour un système de consigne, c'est-à-dire de récupération de ces bouteilles en plastique pour pouvoir derrière les recycler et donc éviter d'aller tirer des hydrocarbures dans le sol et puis de laisser ces 200 millions de bouteilles qui se baladent et puis le reste qui finit brûlé ou enfoui. Et donc l'idée, c'était de les faire payer, donc qui financent ce système-là. 2, que ce système-là permette de financer peu à peu le basculement vers le vert à l'échelle régionale, parce que sinon le vert, c'est trop lourd et les émissions de CO2 sont trop importantes. Et troisièmement, c'était l'occasion aussi de commencer à faire en sorte que les Français puissent faire évoluer leurs pratiques, juste leurs habitudes. En France, on a 2 poubelles maximum dans lesquelles vous jetez un peu tout quasiment en vrac. Or, on sait que l'économie de demain, ça va être aller récupérer le matériau pour pouvoir le réutiliser, le transformer ou, dans le pire des cas, je dis bien le recyclage, ce n'est pas la panacée, c'est la dernière des solutions, ou dans le pire des cas, le recycler. Et donc, tout ça, ça devait être financé. Et les collectivités locales ne perdaient rien, voire elles y gagnaient. Et c'est là où on rentre en politique. Il y avait, je vous explique un peu comment ça marche, il y avait à la fin de l'année, donc ma loi a été comment on dit, elle est passée au Sénat en septembre. Il se trouve que quelques mois plus tard, il y avait le congrès des maires auquel le président de la République devait parler. Il y avait dans ma loi beaucoup de très bonnes choses, de l'argent sonnant et trébuchant pour les élus locaux, parce qu'on mettait en place aussi un système de pollueur-payeur sur les déchets du bâtiment, etc. Les sénateurs ne voulaient absolument pas que le président, qui n'est pas de leur parti politique, parce que le Sénat est à majorité LR, ne voulait pas que le président arrive avec des trop bonnes nouvelles. Donc, ils ont fait en sorte de casser une des mesures. Pourquoi aussi ils ont réussi à faire ça? Parce qu'il y avait une alliance entre eux et quelques entreprises qui faisaient du pseudo-recyclage et qui craignaient de perdre leur accès à cette manne financière pour eux, pas pour les collectivités. Donc, c'était vraiment des intérêts privés, accès à ce plastique-là. Et donc, ils ont inventé des fake news, ils ont fait croire que ça allait ruiner tout le monde, ils ont fait croire qu'on pouvait très bien arriver à remplir nos objectifs, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est l'Europe qui nous avait fixé un objectif extrêmement ambitieux, en gros de 90% de recyclage des bouteilles en plastique. Voilà, bref, c'est de la politique politicienne qui a fait échouer un projet qui était bon pour l'environnement,
bon pour les contribuables et bon aussi à terme pour les habitudes quotidiennes des Français. Alors, le fait que le lobby Coca-Cola était derrière la mesure, c'est totalement une invention politicienne? Alors, je vais vous dire, c'est absolument une invention politicienne, mais c'est là où la politique est quand même un jeu et que ça, pour le coup, je n'ai pas su le déjouer, sans mauvais jeu de mots. Mais typiquement, au début, quand moi, j'ai demandé aux entreprises qu'elles mettent en place des systèmes de consigne et qu'elles le payent elles-mêmes, qu'elles le financent elles-mêmes, je me suis retrouvée face à une levée de boucliers. Coca-Cola, enfin toutes les grandes entreprises, mais ce n'est pas que Coca-Cola, hein, ce n'est pas les pires. Hein. Toutes les entreprises qui commercialisaient des boissons dans des bouteilles en plastique étaient radicalement contre. Elles me servaient toujours le même argument. Elles me disaient c'est de la faute des consommateurs. Ils ont qu'à mieux consommer et puis mettre ça dans la bonne poubelle. Et du coup, la seule façon que j'ai pu pour agir, c'était agir par le niveau européen, c'est-à-dire mettre un objectif au niveau européen qui ensuite s'impose à la France. Donc, c'est totalement faux. Au contraire, on a tordu le bras à Coca-Cola. Très bien. Vous avez répondu à une partie de nos questions sur l'économie circulaire, en tout cas. On va en laisser une dernière à Vincent, si tu peux activer ton micro. Bonsoir, madame. Merci de répondre à toutes nos questions. Donc moi, ma question, c'était, du coup, à part le système de consigne que vous vouliez mettre en place, est-ce qu'il y avait d'autres mesures qui faisaient partie du projet de loi d'économie circulaire que vous vouliez mettre en place pour que ça soit une loi plus complète et drastique et que finalement, vous n'avez pas pu mettre en place? Alors, d'abord, la consigne, ça se mettra probablement en place, mais plus tard, ça dépend de la volonté politique, mais on l'a juste décalé de 2-3 ans, le temps de rassembler des éléments. Mais bon, c'est un autre sujet, je vais pas y revenir, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je réfléchis. J'aurais voulu aller globalement, on peut toujours aller beaucoup plus loin. Ce que j'aurais voulu faire, c'était mettre des objectifs contraignants de réincorporation de matières recyclées dans les produits qui sont commercialisés. Par exemple, aujourd'hui, si la France est si mauvaise en recyclage du plastique, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de filière économique viable. C'est parce que le plastique vierge, il coûte encore vraiment trop peu cher. C'est encore beaucoup moins cher de faire du plastique à partir d'hydrocarbures que faire du plastique à partir de plastique recyclé. Et donc, une idée pour contrer ça, ça aurait été de mettre de façon contraignante un certain pourcentage de plastique recyclé obligatoire dans les produits qui sont commercialisés. On n'a pas réussi parce qu'on a perdu la bataille face à certains industriels, donc face au ministère de l'économie et des finances. On a quand même réussi à mettre un certain nombre de choses, par exemple la modulation des éco-contributions. C'est un peu technique, soit je rentre dans le détail là avec vous, soit je vous dis qu'on a quand même mis des éléments en place, hein. Mais peut-être que là, on aurait pu aller encore plus loin. Sachant que c'est quand même très difficile parce que ça aurait créé un peu une distorsion de concurrence potentiellement par rapport à d'autres entreprises européennes qui, elles, n'auraient pas été assujetties aux mêmes objectifs contraignants en matière d'incorporation de plastique recyclé. Mais je dis plastique, mais ça peut être toute une autre série de matériaux. Autre chose aussi potentiellement, c'est les questions fiscales. J'ai quand même beaucoup travaillé sur la fiscalité des déchets et il y a des choses qui arrivent, notamment faire en sorte que enfouir, vous savez, en France, si vous mettez vos déchets, comme c'est le cas aujourd'hui, au fond d'un trou, ça coûte 5 fois, enfin en tout cas beaucoup, beaucoup moins, il faut que je vérifie les chiffres, mais presque 5 fois moins cher que de recycler. Donc pourquoi recycler si juste ne pas se prendre la tête et mettre toutes les poubelles dans un grand trou, dans une décharge, ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça, on a commencé à faire évoluer la fiscalité pour revenir à un équilibre, mais je pense qu'on aurait pu aller aussi plus loin là-dessus, même si ça ne faisait pas partie de ma loi, ça fait partie du projet de loi de finances. Mais merci de votre question, Vincent. Merci. Merci de votre réponse. On voudrait laisser pas mal de temps pour que chacun puisse poser ses questions, puisque nous, on a quand même posé déjà beaucoup. On va quand même passer à un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et on voudrait savoir, vous avez agi pour la transition environnementale auprès de beaucoup d'acteurs, en fait. Auprès de l'IA, auprès de l'AFD, vous avez créé des think tanks, vous avez été au ministère, bien entendu. Et vous avez aussi, en 2019, été nommée vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui est un organe décisionnel qui est très important puisqu'il rassemble du coup les 193 pays de l'ONU et qui assiste les pays dans la mise en œuvre des politiques environnementales.
Comment, selon vous, les Nations Unies peuvent se positionner efficacement pour la protection de l'environnement et de la biodiversité? Et est-ce que vous pensez que est-ce que l'ONU Environnement crée cette dynamique commune entre les différents États? Alors, est-ce que l'ONU est important? Oui, ça reste fondamentalement important parce que la communauté internationale, ce n'est pas un ensemble d'États qui visent et qui cherchent à se taper dessus. Ce n'est pas la loi du plus fort. Ce n'est pas le monde de Donald Trump. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la collaboration, il faut un multilatéralisme qui soit vivace. Et c'est vrai que l'ONU permet ça. Maintenant, il y a plusieurs problèmes avec l'ONU, je trouve. Un des premiers, c'est qu'il n'est pas suffisamment ouvert dans sa gouvernance, il n'est pas suffisamment ouvert aux pays émergents. Et donc, la Chine et d'autres pays comme ça sont très tentés, d'ailleurs ils l'ont fait, la Chine a créé sa banque mondiale à elle, ils sont très tentés de créer des institutions sur lesquelles ils ont la main, qui sont des institutions qui sont à côté de l'ONU. Et je pense que ça brouille pas mal le message et ça affaiblit beaucoup l'ONU. Autre problème aussi avec l'ONU, c'est pas contraignant, c'est comme l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est l'accord, honnêtement, c'est l'accord le plus beau que l'histoire. Enfin, c'est peut-être une des plus belles choses que l'humanité ait faites. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que vous ayez l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire l'humanité entière qui se mettent d'accord sur une chose. C'est juste jamais arrivé. C'est l'accord de Paris. C'est pour ça qu'il est précieux, précieux, précieux. On a de la chance, il s'est fait en France. Mais il n'est pas contraignant. Et c'est ça, c'est le problème de beaucoup des politiques de l'ONU. Et ensuite, l'ONU dépend. Dernier problème de l'ONU, c'est que l'ONU dépend aussi beaucoup de ce que les États veulent bien lui donner comme ressources financières. Et souvent, c'est bien peu. Vous dépendez parfois un peu des desiderata des pays. Typiquement, les États-Unis, ils ont décidé de retirer avec Donald Trump beaucoup de leur argent. Et tout ça, ça affaiblit énormément de l'ONU. Donc, est-ce que l'ONU a un poids, de l'influence? Oui, elle est énorme. Est-ce que c'est important? Je pense que, par exemple, c'était important pour la France et je pense que c'était important que du coup, j'y sois. C'est parce que je pouvais aider l'ONU à, en fait, écrire son agenda environnemental. Donc, ça donne du poids à la voix de la France. On s'assure que l'ONU va dans la bonne direction au niveau climatique et environnemental. Mais ça reste au bon vouloir des États de le mettre en œuvre ou pas. Voilà, donc ça fait partie des limites. Mais bon, globalement, un chef d'État, même quand il n'est vraiment pas très gentil, si vous me permettez de parler de cette façon, il n'a pas envie trop que l'ONU lui tape dessus. Enfin, il n'y a vraiment que certains populistes, Donald Trump, Jair Bolsonaro, et encore, qui apprécient, qui en ont besoin politiquement d'être critiqués par l'ONU et par ces instances-là. Donc, vu que l'idée de cette dernière partie, c'était de parler de tous les différents rôles avec lesquels on peut agir pour la transition, ce serait bien qu'on parle de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on passe d'une grande instance qui est l'ONU à un tout petit truc que sont les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, notre question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le gouvernement Castex se saisit des solutions, donc des 150 mesures proposées? Qu'est-ce que vous répondez aux critiques par rapport aux 3 mesures qui ont été rejetées par Emmanuel Macron? Est-ce que c'est antidémocratique? Est-ce que c'est au contraire normal? Voilà. Plusieurs choses. Comme d'habitude. Décidément, je commence toutes mes réponses par plusieurs choses. En tout cas, la Convention citoyenne pour le climat, je pense que sur le principe, c'est une formidable innovation démocratique. Clairement, nos institutions, elles sont totalement à bout de souffle. On le voit, la démocratie, on le voit, on le sent, les gens ne vont plus voter. Je pense qu'il faut qu'on redonne du souffle à nos institutions parce qu'actuellement, elles ne sont pas forcément équipées pour répondre aux défis. Donc, il faut innover de façon institutionnelle, premièrement. Deuxièmement, les mesures environnementales, ce sont souvent des mesures qui provoquent et qui supposent des changements très profonds, des changements parfois drastiques et donc souvent très difficiles à prendre. Je pense par exemple à la taxe carbone, même si honnêtement le gouvernement l'a fait de façon absolument catastrophique. Et j'en fais partie, donc je l'assume. Et je pense que c'est une grave erreur, j'y reviendrai, mais globalement, c'est difficile. Et donc, c'était une façon de partager la contrainte. C'est-à-dire de prendre des citoyens et de leur dire allez-y, aidez-nous
comment est-ce que vous arbitreriez entre plusieurs possibilités, climat, économie, que faire? Donc, c'était le mandat de la Convention citoyenne. Je pense qu'ils s'en sont saisis, s'en sont bien saisis. Pour beaucoup, et ça rejoint un peu la question qui m'était posée par Stéphane avant, pour beaucoup, puisqu'ils étaient représentatifs des Français, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas conscience, en fait, de la réalité du changement climatique. Ils n'avaient pas conscience que c'était aussi important et que ça arrivait aussi vite. Donc, ils ont travaillé de façon extrêmement sérieuse en voulant transformer les choses en profondeur. Maintenant, ce n'est pas une institution au sens institution formelle de la Ve République. Donc, c'est au président de la République de prendre les décisions et de choisir quelles mesures il garde ou pas. Bon, il n'y en a que 3 qu'il a rejetées. Il aurait pu en rejeter beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est déjà un gros engagement de la part du président de la République. Sur les 3 qu'il a rejetés, alors il y en a une, c'était sur la vitesse sur l'autoroute. Je pense qu'en fait, ça, c'était un peu une mesure... je vous le dis honnêtement, je pense que les Français, ils n'ont pas envie qu'on les emmerde. Je parle de cash. Hein. Et ils n'ont pas envie qu'on les embête avec la vitesse. Ils avaient eu le 80 km/h avant. Et surtout, il faut que je re-regarde les études. Mais surtout, c'est la façon dont vous conduisez. Est-ce que vous freinez, vous accélérez, etc., qui fait que vous émettez beaucoup d'émissions de CO2 plus que passer de 130 à 110 sur l'autoroute. Même si moins vous roulez vite, mieux c'est de façon générale. Mais bon, je pense que c'était une mesure qui symboliquement pouvait tout casser parce que les Français beaucoup se seraient centrés sur cette mesure-là et toutes les autres auraient été mises de côté. Donc, premièrement. Deuxièmement, sur la 5G, moi, je suis pour la 5G. Autant je pense qu'il faut avoir des débats sur le progrès, le sens du développement technologique, etc. Cependant, je ne pense pas que ce soit en refusant la science, refusant la technologie, qu'on va continuer à avoir une voix qui est importante dans le monde. Il y a des enjeux politiques derrière ça qui sont majeurs. Si la France, on veut garder une place à l'échelle mondiale, il faut qu'on soit encore dans la course à l'innovation. Mais au-delà de ça, pour la course à l'innovation, si ça abîme beaucoup la planète, franchement, c'est mortifère et ça ne sert à rien. Mais si on veut avoir une voix au chapitre sur la façon dont on produit les choses, eh bien, il faut rester une nation qui est importante. Et si la France aujourd'hui est écoutée à l'échelle internationale, c'est bien parce que on a encore un poids économique et donc c'est important, je pense, de ne pas juste quitter le monde moderne et le monde contemporain par refus du progrès. En gros, vous l'avez compris, je ne suis pas une décroissante, je ne suis pas fan de la décroissance, même si je crois qu'on doit croître différemment et pas à l'infini. Bref, je clôt le chapitre. Et la 3e mesure, je ne sais plus laquelle était-ce, mais bon. Non plus. Non, mais ça va me revenir. Je l'avais en tête au début de la réponse. En tout cas, je pense que le président de la République a isolé 3 réponses, 3 mesures, et je pense qu'il a eu raison de le faire. Aujourd'hui, ce qui se passe, là, on est typiquement dans ce qui ne va pas dans la façon dont élabore les politiques publiques. Il y a des gens, c'est-à-dire des responsables politiques, des gens qui ont été élus par des Français ou des citoyens qui parlent au nom des Français. Ils ne les représentent pas parce qu'ils ne sont pas élus, mais ils parlent au nom des Français. Et donc, ils prennent des décisions qui sont fortes. Eh bien, derrière, il y a souvent l'administration qui a une façon de travailler, qui est la sienne, une idéologie qui lui est propre, qui va faire en sorte d'édulcorer et d'amoindrir les mesures. Parce que c'est une habitude, c'est une façon de penser. Il y a une doctrine dans chaque ministère. Et c'est ce qu'il est en train de se passer, en fait. On est en train de dévitaliser certaines mesures. Et c'est terrible, parce que quand je vous parlais de l'impuissance des responsables politiques, c'est le cas parce que la France est prise dans ce réseau européen et mondial, mais c'est aussi le cas parce que vous n'avez pas toujours la maîtrise de votre administration. Les ministres y passent. Le président de la République, il ne va pas aller regarder dans le détail ce que font en bas les administrations. Et donc, parfois, c'est vidé de son contenu et c'est très grave. Je voudrais revenir sur la taxe carbone. Il y a beaucoup d'études économiques qui ont soutenu que cette taxe était bénéfique au financement de la transition, qui a été bénéfique, que c'était un moyen d'action efficace, mais qui ont aussi parlé, c'était le cas par exemple de l'ADEME, il me semble, et du think tank I4C, qui ont aussi parlé de justice sociale et de mesures telles que l'arrêt des exemptions, telles que la redistribution des recettes. Est-ce que vous avez directement été au ministère à ce moment-là et c'est complètement dans une mesure qui
qui est transversale à travers plusieurs ministères par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle réponse vous avez à ça? C'est vrai. C'est-à-dire que la taxe carbone, qu'est-ce que c'est la taxe carbone? C'est une taxe sur la pollution. Donc, pour faire disparaître quelque chose, généralement, c'est plutôt pas mal de le taxer parce que les gens n'ont pas envie de payer de taxes. Je sursimplifie tout, mais en gros, ça marche, la taxe carbone. Simplement, il faut redistribuer. Il faut aider ceux qui, au début, le prennent de plein fouet. En réalité, ça, c'est l'idée et c'est la façon dont on aurait dû faire. La réalité, et c'est pour ça que je vous parlais de l'État profond, en gros, comme dit le président de la République, ou de l'administration, la puissance, c'est qu'en réalité, je vais vous le dire sincèrement, la taxe carbone, l'objectif pour le ministère de l'économie et des finances, c'était de gagner de l'argent, pas de faire la transition écologique. Donc, ils ont essayé et leur but, c'était de gagner le plus d'argent possible avec cette taxe. Nicolas Hulot, ce qu'il a dit, et ce que beaucoup d'entre nous ont dit, enfin moi là-dessus, j'ai eu peu voix au chapitre, mais et puis c'est facile de commenter une fois que c'est passé, hein, donc je prends ma part des torts, mais la réalité, c'est que quand vous mettez en place une politique publique comme ça, qui va avoir des conséquences sur les plus modestes, mais aussi sur les petites PME, eh bien, je pense qu'il aurait fallu, avant, en discuter avec ces personnes, celles qui allaient être affectées, et décider de comment on allait leur redistribuer de l'argent. Pour les aider, par exemple, à changer de véhicule, pour les aider à toute une série de mesures et de politiques publiques, soutenir les PME pour investir dans des outils de production qui soient moins énergivores. Bref, on a mal fait le travail parce que derrière, il n'y avait pas une logique environnementale, il y avait une logique budgétaire. Donc, I4C a tout à fait raison. L'ADEME, je n'ai pas lu. L'ADEME, ils exagèrent un peu parce qu'ils font partie de l'État. Hein, mais I4CE, ils ont totalement raison. Et l'ADEME, probablement aussi. Hein, je n'ai juste pas lu l'étude. Alors, l'heure passe. Donc, je vous pose une dernière question en guise de conclusion. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'agir en politique après avoir fait du public et du privé? Pourquoi en 2017, enfin en 2016, passer dans le monde politique et après être passé donc, dans toutes ces différentes institutions, privées, publiques, puis politiques, quels moyens d'action vous semblent les plus efficaces et quel bilan tirez-vous de votre expérience en politique? Alors, Craig, là, vous me posez les questions que je me pose à peu près toutes les minutes en ce moment. Donc, je n'ai pas forcément les réponses. Mais pourquoi je me suis engagée en politique? Parce qu'il y a des choses qui me tiennent énormément à cœur. La transition écologique et la justice sociale. La lutte contre les inégalités sociales. Ça me tient énormément à cœur et la place de la France dans le monde. C'est vraiment ces trois choses. Et donc, vous vous dites forcément que c'est quand vous êtes en politique que vous pouvez faire changer et faire évoluer les choses. La réalité, maintenant que je suis passée par là, même si je suis une des rares ministres, et a fortiori très très rare secrétaire d'État, à avoir eu ma loi et à avoir réussi à la porter du début à la fin, ce qui est très très rare. Donc même si j'ai eu la chance de pouvoir agir, globalement, ce que je constate, c'est en fait, vous avez très très peu de marge de manœuvre. Vous êtes coincé entre la régulation internationale, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et le système technocratique administratif français. Donc maintenant, est-ce que c'est le meilleur moyen d'avoir un impact dans le monde? Je ne suis pas sûre. Je pense que maintenant, place vraiment à l'action et que plus ça va aller, plus les États vont être conservateurs au niveau de la régulation environnementale parce que plus on va attendre de l'État qu'il le mette en œuvre très clairement. Et donc des responsables politiques qui prennent leurs responsabilités, qui assument d'avoir du chômage, qui assument de changer le système fiscal pour prendre en compte la variable écologique et sociale. Bref, toutes ces choses-là. Et donc je pense que beaucoup de responsables politiques, soit pour être élus, soit parce que c'est difficile en fait de prendre des décisions difficiles, vont potentiellement être moins ambitieux sur les questions environnementales. Donc, on n'a plus le temps d'attendre, il faut agir et je pense que c'est en faisant des choses dans la vie réelle qu'on a le plus d'impact. Merci beaucoup, Madame Poisson. C'est aussi une question qu'on se pose tous les jours. On espérait une réponse, mais malheureusement, vous n'en avez pas non plus. On va commencer. Enfin, quand même. Oui, vous en avez une, mais... C'est quand même dans la vraie vie et le monde réel maintenant que vous aurez le plus d'impact. On va passer aux questions du public, on en a pas mal. Donc on va commencer par Mathieu, si tu nous entends.
Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame la députée. Merci beaucoup pour ces réponses qui étaient vraiment très intéressantes pour nous, je pense. J'avais une question. Donc, Dites-moi. pensez-vous aujourd'hui que le développement économique soit compatible avec la réduction des gaz à effet de serre, ou bien doit-on se diriger vers un modèle de décroissance économique? Donc, on avait eu un petit aperçu de ce que vous pensez, mais j'aimerais bien que vous développiez et pourquoi vous pensez que ce soit le cas. Merci. Alors, donc merci Mathieu, c'est vraiment la question essentielle. Est-ce que je pense que le développement économique est compatible avec la lutte contre les réchauffements climatiques? Oui. Est-ce que je pense que le développement économique, comme il est fait aujourd'hui, est compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Non. Donc, il faut, à mon avis, plusieurs choses. D'abord, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de la science, on a besoin des technologies pour nous aider à trouver des nouvelles façons de produire qui soient, ou de consommer, enfin juste des nouvelles technologies qui nous permettent d'émettre beaucoup moins de CO2. Ensuite, il faut aussi clairement qu'on change de culture, qu'on sorte de la société de consommation comme on la vit aujourd'hui. Alors, c'est facile à dire quand vous avez tout ce qu'il vous faut, etc. C'est beaucoup plus difficile à dire et surtout à entendre pour quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui a déjà du mal à joindre les deux bouts. Si vous lui dites en plus que c'est un horrible pollueur, je pense qu'il a de quoi être en colère. Donc, ça pose une autre question qui est celui de la répartition des richesses et surtout de la redistribution. Moi, globalement, comme je vous disais, est-ce que je pense que le modèle d'aujourd'hui, il est satisfaisant? Non. Je pense que certaines entreprises doivent continuer à essayer de viser la croissance. D'autres n'ont pas forcément besoin de croître à tout prix. C'est le modèle du social business. Vous gagnez suffisamment d'argent pour réinvestir dans votre entreprise. Et donc, vous n'avez pas besoin de viser un modèle toujours plus de croissance qui est finalement un peu absurde. Donc, il faut repenser la façon dont on envisage la croissance aussi. Mais au-delà de ça, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, c'est comme ça que sont organisées toutes nos sociétés. On taxe les entreprises, enfin, on met des impôts sur les entreprises qui font des profits. Pour faire du profit, vous devez croître. Et c'est important de faire du profit. Pourquoi? Parce qu'avec ces impôts-là, vous taxez et ensuite vous redistribuez. C'est comme ça qu'on se paye des hôpitaux, des écoles, l'assurance chômage, tout ça. Et comment faire, en fait? Quel système construire qui soit alternatif à ces impôts sur la croissance. En gros, c'est ça, je simplifie. Et c'est là qu'en fait, on doit vraiment réfléchir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle de réforme de la fiscalité. Il faut qu'on trouve d'autres moyens de taxer pour pouvoir redistribuer, parce que si on n'a pas la justice sociale, si la justice sociale n'est pas au cœur des politiques écologiques, alors nous n'arriverons pas à faire la transition écologique. Les questions sociales sont primaires, primordiales, essentielles, c'est la base de tout. Donc, le modèle comme aujourd'hui, non. La décroissance, d'une certaine façon, oui, mais pas n'importe comment, parce qu'il faut continuer à pouvoir remplir notre mission de justice sociale et de redistribution des richesses. Je ne suis pas sûre que Mathieu soit convaincu. Mathieu a le droit de réagir, s'il veut. Alors, prochaine question pour... Donc, c'était Victor. Je vais donner la parole à Victor. Alors, hop, c'est bon, Victor, tu peux parler. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ah, super. D'abord, merci beaucoup, Madame la députée, pour votre intervention. Je suis très heureux, en tout cas, de vous avoir comme députée du Vaucluse. Ah, vous êtes Vauclusien? Vous connaissez Apt, moi je viens de Rustrel. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est rigolo. D'accord. Très, très content de vous avoir comme Et du coup, vous êtes allé à l'école où? Bon, on en parlera une autre fois. Je veux pas embêter tout le monde, mais quand même, vous êtes allé au lycée et au collège où? Alors, j'étais à Cavaillon, mais... D'accord. Ouais, mais ma mère habite à Rustrel. Ah, c'est vrai? Ah bon, bah, c'est fantastique. Mais je suis très, très fière, là. Il y a plein de gens du Sud. Stéphane, Victor, c'est génial. Donc, bravo, Victor, hein, d'être au milieu. Merci beaucoup. J'avais une question donc, à vous poser sur l'énergie, une question qui revient souvent à l'école. En fait, je voulais avoir votre opinion sur la réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique à 50%. Voilà, donc je voulais avoir votre opinion sur cette question. Merci beaucoup.
Alors, pourquoi je pense que c'est une bonne chose de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français? Parce qu'en fait, déjà, ça nous pousse à innover. Et donc à penser, si on se disait bah, ça va très bien, on reste à 75%, en fait on innoverait, je pense qu'on innoverait peu et on irait peu chercher, peu investir dans des sources alternatives d'énergie. Je pense par exemple à l'hydrogène, des choses comme ça. Donc c'est une façon un peu de nous mettre un coup de pied aux fesses, premièrement. Deuxièmement, une des questions du nucléaire, et je sais qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas un problème, mais vraiment croyez-moi, pour avoir regardé un peu la question, c'est un énorme problème, c'est les déchets nucléaires. On ne sait pas quoi en faire. Globalement, vraiment, et toutes les solutions qu'on trouve, elles ne sont pas satisfaisantes. Et les quantités qui sont produites sont absolument majeures. Donc ça c'est aussi un des problèmes. Et puis un autre problème, c'est que ça va coûter extrêmement cher juste à maintenir, à étendre la durée de vie des centrales, et puis ensuite aussi à les décommission, à les... Bon, vous avez compris. Démanteler. Et merci beaucoup à les démanteler. Et donc, effectivement, ça pose des vrais défis qui fait que probablement, je pense que c'est une bonne chose qu'on se pose la question du nucléaire. Maintenant, c'est un immense défi, bien sûr, pour la France et pour d'autres. Et c'est d'autant plus dur, en fait, que beaucoup nous disent, mais c'est totalement absurde, ça n'émet déjà pas de CO2, les Chinois veulent aussi des centrales nucléaires. Pourquoi est-ce que vous vous tirez dans le pied en voulant réduire la part du nucléaire dans votre mix énergétique? Bien, pour ces trois raisons-là, je pense que c'est important. Je pense en revanche qu'il serait idiot de se dire c'est la pire des énergies. Je ne pense pas que ce soit la pire parce que pour le moment, en fait, on en est déjà à... C'est pas du tout la meilleure, hein, mais on en est déjà à essayer de réduire juste les gaz à effet de serre. Donc, c'est ça l'objectif. Par exemple, ce qu'ont fait les Allemands, je trouve ça aberrant. Fermer toutes les centrales nucléaires pour rouvrir du charbon, pour moi, c'est une aberration. Parce qu'ils ont considérablement augmenté leurs émissions de CO2. Très bien. Vous avez beaucoup parlé de fiscalité et on a hésité à en parler aussi, mais pris par le temps, on va laisser on a laissé cette question pour la fin. Et donc, Grégoire a une question là-dessus. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, Grégoire. Oui, désolé de vous décevoir, Madame Poisson, mais moi, je suis des Bouches-du-Rhône et pas du Vaucluse. Voilà, c'est un peu plus loin. J'aurais une question. Vous avez beaucoup abordé le sud en force. Vous avez beaucoup parlé du coup des liens de ce qui peut influencer à l'intérieur du gouvernement. Quelles sont les forces obscures, comme vous avez dit, qui peuvent venir influencer? Et j'y participe dans mon travail aussi, mais rassurez-vous du bon côté. Et j'avais une question sur essayer de comprendre quelles sont les forces obscures qui se jouent et qui poussent M. Macron à ne pas réagir positivement à la proposition de M. Larouturou, vous savez, sur la taxation de la finance à l'échelle européenne. On voulait savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, parce qu'on c'est très peu couvert médiatiquement et on n'a pas en fait l'opposition de ce côté-là. On n'arrive pas à voir ce qui se cache médiatiquement. Enfin, les médias ne couvrent pas ce qui se cache, on va dire, dans le refus de cette proposition. Alors, je vais vous le dire très franchement, la proposition de M. Larouturou, alors, celle dont vous parlez spécifiquement, je crois que c'est la taxe sur les dividendes des entreprises. Oui. Hein. Alors, non, sur les transactions financières. Ah oui, sur les transactions, c'est vrai. Je ne peux pas vous donner une réponse. Alors, pour revenir sur... alors, M. Larouturou, il pousse beaucoup de choses depuis le début. Il poussait, par exemple, au moment de la campagne européenne, il poussait une solution que nous, quand je dis nous, c'est En Marche, le président, etc., qui ne nous semblait pas pertinente techniquement, mais il a eu le mérite de poser la question du financement de la transition écologique sur la table. Et en fait, finalement, ce que proposait M. Larouturou, on l'a mis en place avec le plan de relance européen, même avant le coronavirus. Avec ces 100 milliards, alors maintenant ça paraît très très peu, mais qui sont dédiés à, parce qu'on a tellement l'habitude de brasser les milliards, mais qui sont dédiés à la transition écologique pour justement accélérer, investir. Et donc finalement, par un chemin différent, on est arrivé au même résultat que lui. Là, spécifiquement la taxe sur les transactions financières, j'avais eu aussi beaucoup de discussions avec Nicolas Hulot. Là-dessus, je n'ai pas une position qui soit pleinement arrêtée, mais je pense en tout cas qu'il est certain qu'il faut typiquement regarder et explorer, et M. Larouturou a bien raison de le faire, toutes ces questions-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on finance la transition
écologique, où est-ce qu'on va se trouver d'autres ressources. Il y a probablement un enjeu derrière ça de compétitivité de l'Europe, enfin de la France et de l'Europe par rapport au reste du monde. Voilà à peu près ce que je peux vous dire là-dessus. Très bien, merci. Alors, prochaine question pour Julien. Donc, Julien, si tu es avec nous, vas-y. Oui, bonsoir, Madame la députée. Merci de prendre le temps de répondre à toutes nos questions. Alors, moi, je ne suis pas du Sud, désolé. Tout au début de cet entretien, vous avez parlé du rôle des députés. Vous avez dit que pour vous, être député, c'était être ambassadeur du gouvernement sur le terrain. Ça m'a un peu interpellé, en fait, parce que je me demandais qu'est-ce qui était le plus important quel était le rôle d'un député entre être ambassadeur du gouvernement sur le terrain et être ambassadeur de la circonscription auprès du gouvernement, justement. Alors, c'est un peu un raccourci hein, quand je dis ambassadeur du gouvernement sur le territoire. Par exemple, moi, il y a des décisions du gouvernement que je ne partage absolument pas et je ne vais pas aller contre moi-même en les défendant à tout prix sur mon territoire. Mais globalement, étant donné que je fais partie de la majorité, c'est-à-dire du groupe majoritaire à l'Assemblée qui est celui auquel appartient aussi le Premier ministre, président de la République, hein, globalement, je suis d'accord avec la majorité des idées, donc je dois aussi les défendre, les porter sur le territoire. Mais ce n'est absolument pas que ça mon rôle du tout. C'est juste une partie de mon rôle. Je parle surtout de ça là maintenant, en plus, parce qu'il y a plein de mesures économiques de soutien qui ont été mises en place et je veux m'en faire le porte-voix pour que localement, ceux qui en ont le plus besoin puissent s'en saisir. Mais ensuite, effectivement, je représente les intérêts de ma circonscription à Paris. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est malgré moi. Parce que normalement, quand vous êtes député de la nation. Vous n'êtes pas nécessairement… certes, vous êtes élu sur un territoire, mais vous n'êtes pas… Votre mission première n'est pas de défendre ce territoire coûte que coûte. Votre mission première, quand vous êtes député, elle est de faire la loi. Simplement, un des biais, c'est qu'il y a peu de chances que vous soyez élu dans une autre circonscription totalement à l'autre bout de la France, 5 ans après avoir été élu, par exemple, dans le Sud, eh bien, vous avez peu de chances d'être élu dans le Nord. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à s'ancrer, c'est ce qu'on appelle s'ancrer dans un territoire. Et pour ça, eh bien, il faut dire un peu aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'ils revotent pour vous la fois d'après. Donc, j'ai envie de dire, par défaut, ce n'est pas forcément négatif, hein, mais par défaut, eh bien, souvent les députés, ils représentent un territoire en particulier. Mais c'est aussi parce que c'est le territoire que vous connaissez le mieux. Donc, ce sont les problématiques que vous connaissez les mieux. Donc, quand vous prenez la parole, par exemple, dans l'hémicycle ou en commission, vous êtes plus crédible quand vous avez passé une semaine aux côtés d'agriculteurs ou d'une entreprise de plastique si c'est une partie prenante très importante sur votre territoire. Voilà. Mais un des rôles essentiels, il est quand même de représenter les Français, représenter la nation et voter la loi. Donc, être au cœur des problématiques des Français. Bien. Vous avez eu raison de me reprendre là-dessus. Je n'ai pas été assez précise. Julien. Très bien, on va passer à la question de Bastien, qui a même le droit à la vidéo, puisqu'il est dans l'association. Bonsoir. Bonjour Bastien. Bonjour, j'ai une petite question. Vous évoquiez au début le manque peut-être dans la formation des hauts fonctionnaires français de formation autour des enjeux du développement durable ou de l'écologie. Et ça fait écho à une tribune du Monde début septembre 2020 qui expliquait que voilà, l'écologie ne faisait pas partie du logiciel encore de la haute administration, avec différents problèmes de formation, mais aussi que c'était un peu perçu comme une menace ou peut-être juste un supplément d'âme. Et pas plus. Donc, comment est-ce qu'on pourrait changer cette chose-là? Et ensuite, deuxième question, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi constaté dans d'autres administrations, par exemple européennes, que vous avez dû plutôt côtoyer? Et donc, en se comparant aux voisins ou peut-être même en dehors de l'Europe, est-ce qu'il y a des bons modèles à prendre pour mieux former les têtes qui sont dans notre administration centrale? Je vous remercie. Merci à vous, Bastien. C'est une question qui est essentielle. Alors, effectivement, ce n'est absolument pas satisfaisant. Je pense que voilà, c'est un supplément d'âme, l'environnement ou un truc emmerdant. Moi, je me souviens, par exemple, le secrétaire général
du gouvernement a dit quand même assez fréquemment que, par exemple, la loi que je portais, c'était une loi qui allait emmerder les Français et il a surnommé la loi Boulgour. Donc, effectivement, il avait encore du chemin à faire avant de croire et d'être convaincu par les problématiques environnementales. Je vous en parle juste pour vous donner un exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de formation, il est complètement archaïque, il est complètement obsolète. Enfin, pardon, hein, et là, je vais me faire taper dessus, mais si vous voulez faire l'ENA, réfléchissez à 2 fois, parce que vous faites une école du XXe siècle, si vous voulez la faire. Aujourd'hui, on est en 2020, on est au XXIe siècle, et l'ENA n'a pas changé son logiciel. Alors, bien sûr, si vous parlez à la haute administration, ils vont vous expliquer que si, qu'ils forment parfaitement, etc. Non, en fait, l'écologie ne fait pas du tout partie des priorités et de ce qui est enseigné à l'ENA. Et c'est pareil dans encore beaucoup de grandes écoles. Alors, ça évolue surtout grâce à la pression de certains d'entre vous, des étudiants, et c'est formidable, mais il faut vraiment continuer. Mais je vais vous dire, ce n'est pas que propre à la France, hein. Moi, j'étais à la Kennedy School à Harvard. Alors, à la Kennedy School, c'était des politiques publiques, donc l'environnement était une vraie question. Mais par exemple, vous traversiez la rivière et le MBA à Harvard, franchement, ils n'étaient pas vraiment formés avec comment est-ce que je contribue à améliorer le sort de la planète, hein. Donc c'est vraiment un problème de formation des élites, parce que je pense que oui, il y a une certaine part de... Là, je rentre dans des considérations qui sont morales, donc je ne veux pas aller trop vers là, mais effectivement, il y a un vrai problème. Donc comment? Eh bien, en repensant fondamentalement les cursus scolaires, mais aussi les programmes de ces grandes écoles. Et en particulier, je pense, et ça fait écho à des discussions que j'ai eues aujourd'hui avec des scientifiques, par exemple, je pense qu'il faudrait mettre, et un des socles de l'apprentissage doit être l'approche One Health. Vous avez dû en entendre parler, c'est-à-dire une seule santé pour tous, pour les êtres vivants, pour les animaux, pour la planète. Et c'est sur cette base qu'ensuite on développe un curriculum. Alors là, c'est une vraie révolution que je propose, mais ça peut déjà aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que dans les pays nordiques, ils sont beaucoup, beaucoup mieux formés, et c'est des choses qui sont clairement beaucoup plus de l'ordre de l'automatisme que chez nous. Chez nous, c'est pas du tout pris au sérieux, les questions environnementales, c'est clair. Donc des bonnes pratiques, il y en a plein, il y en a beaucoup. Je ne vous les détaille pas ici, mais il est essentiel et urgent de réformer tout ça. Et vous avez bien raison de le demander. Continuez. Merci. Vous êtes confinés là, allez-y. Demandez des changements, insistez. Enfin, vous travaillez, hein, je sais. Alors, on a encore 17 questions. Malheureusement, toutes les choses ont une fin, même les meilleures. Donc, on va peut-être prendre encore une question. Et donc, on donne la parole à Jean-Baptiste. Il est avec nous. Oui, bonsoir Madame Poisson. Bonsoir Jean-Baptiste. Pour les échanges. Du coup, vous avez commencé un petit peu à répondre à ma question en filigrane, mais je vais en profiter pour l'approfondir. Ma question, ça concernait les politiques de sensibilisation et d'éducation aux questions écologiques en France. Donc, vous nous avez parlé ici donc plutôt sur un focus de l'enseignement supérieur et même de l'enseignement supérieur relativement sélectif. Mais plus largement, qu'est-ce que vous pensez des politiques de sensibilisation dans l'enseignement français en général? Et si jamais elles ne sont pas convenables, quel levier activer pour pouvoir les améliorer? Alors, là-dessus, en fait, c'est intéressant parce que je travaille sur cette question-là aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une énorme résistance, puisqu'il y a juste une habitude, des programmes scolaires, des profs qui ont l'habitude de ça, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il y a et ce qui se passe aussi, c'est que les profs, ils ont l'impression d'être investis de toutes les missions. On leur dit, ils doivent lutter contre la violence, ils doivent lutter contre le racisme, ils doivent lutter contre le radicalisme, ils doivent promouvoir l'égalité femmes-hommes. En fait, ils ont l'impression d'être submergés et que tout ce qui ne va pas dans la société, on leur dit à chaque fois, mais c'est à l'école que ça se règle. Et donc, en fait, ils ont l'impression qu'ils en ont souvent trop sur les épaules. Cela dit, je pense qu'il faut continuer à accompagner les professeurs, les instituteurs dès le début. À mon avis, il faudra aller plus loin dans la réforme des programmes scolaires, mais l'État n'a pas la main là-dessus. En tout cas, ce n'est pas le politique, parce que c'est une instance séparée qui est l'instance des programmes.
qui doit s'en occuper et qui doit se charger de ça. Donc, quand bien même on voudrait, on n'aurait pas en fait la main là-dessus. Pardon, je saluais ma collaboratrice qui vient de partir. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut aller il faut aller plus loin et ça se fait, ça se fait peu à peu en accompagnant les professeurs. Mais là encore, c'est une révolution qui est profonde et je pense qu'on aura du mal à la mener rapidement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, on va clore cette seconde partie de questions du public. Et en mot de la fin, on vous propose cette dernière question qui est: quel conseil donneriez-vous à nous, jeunes ingénieurs ou futurs jeunes ingénieurs souhaitant agir pour la transition énergétique? C'est une bonne question. Le conseil que je vous donnerai, c'est ne perdez jamais de vue votre mission et votre objectif. En fait, vous allez voir, quand vous allez commencer à travailler, il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en ligne de mire. Les combats de pouvoir sur les projets, qui a la main, qui n'a pas la main. Vous allez avoir une vie personnelle aussi qui va être très riche et très prenante. Enfin, elle l'est déjà, mais vous allez probablement fonder une famille, etc. Donc, vous aurez... Et puis même, vous aurez peut-être un patron qui vous dira non, mais là, on a besoin absolument de faire en sorte d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, etc. Vous aurez 1000 raisons qui vont faire que finalement, la transition écologique, peu à peu, ça peut devenir un supplément d'âme. C'est-à-dire quelque chose auquel vous penserez quand vous pourrez ou quelque chose que vous rajouterez sur les projets que vous menez si vous pouvez. En fait, et ça, c'est le plus gros piège. Et en fait, ce que je vous dirais, c'est gardez cette mission en tête, faites-en une mission personnelle et ne la laissez jamais de côté parce qu'un jour, vous le regretterez. Et il n'y a rien de pire qu'avoir un regret. Rien de pire. Et vous vous en voudrez et vous trouverez des excuses, etc. Ça ne vous empêchera peut-être pas de vivre parce que vous arrivez à vous mentir à vous-même, mais toute votre vie, je crois, essayez de prendre des moments de pause, de bilan, aller dans un endroit que vous adorez, parler à des amis quand vous en avez besoin, mais n'oubliez jamais, jamais cette mission première. Elle vous appartient. C'est ça qui va faire que vous êtes un individu qui est cortiqué, qui a de l'ambition et qui est aussi qui il est. Et en plus, vous avez plus d'outils dans les mains que la plupart des gens. Parce que vous êtes des ingénieurs, parce que vous êtes brillants, parce que vous êtes bien formés, parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes enthousiaste, que vous avez plein d'idées, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup sur vous que ça repose maintenant, sans vous mettre la pression. Merci beaucoup, Madame Poisson, d'avoir été avec nous pour ce premier événement de l'association Entretien. C'était un plaisir de vous recevoir et de discuter de votre action pour entraîner la France dans la transition écologique et solidaire. On vous souhaite évidemment de continuer à inventer des moyens ambitieux à la hauteur des enjeux climatiques et on espère, comme vous nous l'avez souhaité, d'en faire de même assez rapidement. J'espère que vous le ferez, en tout cas. Et merci de votre invitation et à bientôt, j'espère. C'est très frustrant par Zoom, mais merci beaucoup de votre invitation. Et à bientôt. Merci à vous. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir, merci.